Bienvenue à Détective éternel, où se dévoilent des mystères intemporels. Ce soir, nous suivons Miss Marple dans la Société de la Plume de Fer, un cercle lié par le secret, brisé par la trahison. Quelle main a brandi la plume qui a marqué la tragédie? Dites-nous si vous l'écoutez tard le soir ou pendant votre thé du matin. Maintenant, allumez une bougie, installez-vous et laissez le mystère commencer. C'était par un de ces lumineux après-midi d'automne à St. Mary Mead que la lumière du soleil, filtrant à travers les arbres clairsemés, projetait un éclat doré sur les pierres du cimetière. Le jardin du presbytère, soigné et respectable, vibrait du bruissement des jupes et du tintement des tasses à thé. Madame Bantry avait persuadé Griselda, l'épouse du révérend Léonard Clément, de lui prêter la pelouse pour une réunion, bien que la véritable raison ne fût pas simplement la camaraderie. La Société de la Plume de Fer, nouvellement fondée, allait tenir sa première réunion officielle. Le titre semblait plutôt grandiloquent, presque conspirateur, mais en réalité, il s'agissait d'un modeste club fondé par l'entier enthousiasme de Madame Price Ridley, convaincue qu'une société littéraire pourrait rehausser le profil culturel du village. Le nom même, Iron Kill, avait été proposé par le colonel Melchett, qui appréciait l'autorité des mots. L'accord avait été pris, peut-être un peu trop hâtivement, et la société allait maintenant se réunir autour d'un thé et d'un gâteau aux graines, sous un auvent en toile rayée. Miss Marple, vêtue de gris tourterelle et coiffée d'un chapeau de paille soigné, était assise tranquillement à l'écart de l'assemblée. Elle s'occupait du thé servi par Griselda, qui voltait comme un petit oiseau, exaspéré mais amusé par la solennité des débats. L'œil perçant de Miss Marple, cependant, était riche d'enseignements les coups d'œil rapides de Madame Price Ridley pour s'assurer que personne ne contestait son leadership, le raclement de gorge pompeux du colonel, avant de prendre la parole, et la jeune Sylvia Rawlings, la nièce du docteur, qui s'attarda un peu trop près des gâteaux, non pas par faim, mais par anxiété. La Société de la Plume de Fer était censée être consacrée aux dissertations et aux lectures, mais les ragots, comme toujours, s'infiltrent parmi la société comme le lierre autour des vieilles pierres. Cela fera du bien aux jeunes, déclara Madame Price Riley, de se consacrer à de nobles pensées plutôt qu'à la danse et au gramophone. Une remarque visant sans doute Sylvia, qui avait récemment été vue sortant avec le fils du notaire, une circonstance qui avait fait jaser chez l'épicier. « Mais, c'est pas drôle, » murmura Miss Marple, comme si elle ne s'adressait à personne en particulier, qu'une société d'écriture finisse toujours par être une société d'humains. Elle sirota son thé, le regard doux, mais la pensée perçante. La réunion commença avec solennité. Le colonel Melchett baria quelques mots sur l'importance de la littérature, et Madame Price Ridley annonça la première lecture d'un texte sur le devoir moral par M. Erasmus Wainwright, le nouveau maître d'école. Il était grand, pâle, et son intensité ne dissimulait pas tout à fait son malaise. Il lut d'une voix d'abord tremblante, puis se raffermit, bien que Mademoiselle Marple remarqua que ses mains serraient les pages comme si elles allaient s'envoler. Et puis quelque chose d'étrange. Tandis que Wainwright parlait, son regard tomba sur une silhouette particulière de l'autre côté de la pelouse. Un homme en costume sombre, debout à l'écart, observant. Il n'était pas du village, sa présence était inattendue. Wainwright hésite au milieu d'une phrase, toussa et conclut précipitamment avant l'heure. Griselda chuchota à Madame Bantry, qui haussa les épaules avec curiosité. Seule Miss Marple, ses aiguilles à tricoter posées sur ses genoux, suivit son regard et observa l'étranger d'un regard calme et scrutateur. Il était parti avant que les présentations puissent être faites. La société se dispersa dans la bonne humeur, mais un certain malaise subsiste. Les villageois s'empressèrent d'exprimer leurs opinions sur le sérieux de M. Wainwright et le ton autoritaire de Madame Price Ridley. Les ragots fusèrent aussitôt. Qui était l'étranger? Pourquoi Wainwright avait-il pâli si visiblement? Dans la douce lumière du soir, la Société de la Plume de Fer semblait avoir attisé non seulement l'ambition littéraire, mais aussi une tension enfouie. Cette nuit-là, alors que les lampes brillaient aux fenêtres des chaumières et que la cloche de l'église marquait 9 heures, un cri terrible rompit le silence. Un jardinier, rentrant tard par le chemin du presbytère, tomba sur un corps à l'ombre d'une haie d'ifs. C'était M. Erasmus Wainwright, sans vie. Une légère trace d'encre noircissait ses doigts, et près de lui gisait un stylo plume cassé, la plume tordue comme un sourire cruel. Le jardinier courut en criant dans le presbytère, où Griselda, le visage blême, fit appeler son mari. Moins d'1 heure plus tard, le colonel Melchett avait convoqué l'inspecteur Slack
dont les manœuvres brusques emplirent la nuit d'ordres et d'impatience. L'homme aurait été frappé, déclara Slack en examinant la blessure à l'arrière du crâne. Un coup porté avec un instrument contondant, un meurtre, sans l'ombre d'un doute. Et ce stylo est symbolique, hein? La plume de fer, en effet. Les villageois, tirés de leurs lits et de leurs salons, se rassemblèrent en groupes effrayés. Madame Bantry, grelottant dans son châle, murmura furieusement « Un meurtre, Léonard, et dès notre première rencontre !» Griselda se tordit les mains. Madame Price Ridley, scandalisée mais secrètement égayée, commença aussitôt à spéculer sur l'identité du tueur. « Il faut s'interroger sur les mobiles », proclama-t-elle, bien qu'elle n'en ait rien à offrir, si ce n'est de vagues allusions à des disputes académiques. Miss Marple arriva discrètement parmi eux, venue chercher Dolly Bantry. Petite et calme, elle se tenait au milieu du tourbillon de voix, penchée sur le corps, pas trop près, son expression exprimant la tristesse plutôt que le choc. Son regard, cependant, était loin d'être inactif. Des doigts tachés d'encre, un stylo cassé, un inconnu sur la pelouse, autant de questions auxquelles seule la nature humaine pouvait répondre. « Quel dommage !» murmura-t-elle. « Il était jeune et bien seul au monde, je crois. Les gens très seuls se heurtent souvent à des difficultés que les autres ne voient pas. » L'inspecteur Slack, entendant par hasard, renifla. « Inutile de faire part de vos observations, Miss Marple. Laissez faire les autorités compétentes. » Mais Dolly Bantry, à moitié malicieuse, murmura « Oh, Slack, tu devrais être plus futé. Jane voit toujours les choses avant tout le monde. Les villageois rentrent chez eux, accablés de peur. Serrures vérifiées, volets tirés, murmures échangés aux portes des chambres. Pourtant, en s'installant dans son fauteuil plus tard dans la soirée, Miss Marple ne pensa ni aux verrous ni aux ombres. Elle pensa plutôt à la voix tremblante de M. Wainwright, à la disparition soudaine de l'inconnu et à un stylo plume brisé d'une manière plus délibérée que désespérée. Et elle pensa aussi au nom curieux de la société Iron Quill. Les noms avaient une signification après tout, et parfois, cette signification était un masque. Le matin arriva à St. Mary Mead avec une clarté trompeuse, comme si le village refusait d'admettre la laideur de la nuit précédente. Le meurtre d'Erasmus Wainwright s'était déjà propagé comme une traînée de poudre dans les ruelles, relayé par les voix des laitiers, des facteurs et le bouche à oreille toujours efficace des comptoirs. Avant même que le petit déjeuner ne soit terminé, tout, du garçon boucher au jardinier du colonel, répétait des versions de la même histoire choquante. Au Blue Boar, Madame Hartnell se pencha théâtralement par-dessus le comptoir et murmura que Wainwright avait été tué à coups de poignard. Le temps que l'histoire parvienne au boulanger, elle s'était transformée en poisson. Chez la couturière, une cliente déclara solennellement qu'il s'agissait sans aucun doute de l'œuvre de cambrioleurs. Personne ne put résister à l'envie d'améliorer l'histoire, même si aucun d'entre eux n'avait vu le corps du pauvre maître d'école. La peur et les spéculations étaient plus excitantes que la vérité. Madame Bantry, revenue du presbytère, les yeux pétillants malgré ses déclarations d'ébranlement, téléphone sans tarder à sa plus proche confidente. « Jane, il faut absolument que vous veniez prendre le thé cet après-midi, insista-t-elle. Tout le village est en émoi. Il faut faire la part des choses. Entre le raisonnable et le ridicule, n'est-ce pas ?» Miss Marple, avec son acceptation sereine de la nature humaine, acquiesça aussitôt. En milieu de matinée, l'inspecteur Slack s'était installé au presbytère, arpentant les lieux avec une énergie zélée. Il avait déjà interrogé Griselda et Léonard Clément, exigeant des comptes rendus précis de la réunion. L'attitude vive et impatiente de Slack laissa Griselda au bord des larmes, et Léonard figé d'irritation. Madame Price Ridley, quant à elle, était ravie d'être interviewée, traitant toute cette affaire comme si elle était au cœur d'un roman palpitant. Elle déclara longuement que Wainwright avait des ennemis, mais, pressée de les nommer, elle ne put en donner. Il faut supposer, conclut-elle, que les jeunes hommes aux opinions bien arrêtées s'en font facilement. Le colonel Melchett, bien que peu imaginatif, suggéra que l'inconnu aperçu sur la pelouse devait être la clé. Un type s'introduisit furtivement. Wainwright parut pâle en le voyant. « C'est votre homme, Slack, retenez-moi bien. » Slack hocha lourdement la tête, reconnaissant d'une théorie qui semblait claire et décisive. « Nous allons demander aux agents de police d'enquêter sur les étrangers aperçus dans le secteur, probablement un vagabond ou un individu mal intentionné. » Son ton suggérait qu'il considérait déjà l'affaire comme presque résolue. Miss Marple, qui s'était approchée sous prétexte de rendre un livre de jardinage emprunté, trouva la pelouse du presbytère transformée. Les policiers s'activaient, mesurant, se penchant et murmurant. Les villageois s'attardaient au portail, tendant le cou pour observer les événements.
Elle restait discrète, son regard passant de l'un à l'autre. Elle remarqua comment Madame Price Ridley évitait le regard du colonel Melchett lorsqu'on la pressait de donner des détails, et comment la jeune Sylvia Rawlings restait en retrait, pâle et tremblante, comme si elle craignait que sa présence n'attire les soupçons. « Quelle affaire épouvantable !» dit doucement Miss Marple à Sylvia lorsqu'elle se rencontre près de la haie. Mais il ne faut pas trop laisser paraître sa nervosité. On est si prompte à tirer de mauvaises conclusions sur les peurs d'une jeune fille. Sylvia balbutia qu'elle était seulement contrariée parce qu'elle était assise près de Wainwright pendant la lecture. « Bien sûr, » dit doucement Miss Marple, tout en retenant le détail dans sa tête. Cet après-midi-là, au goûter de Madame Bantry, le salon ressemblait à une salle d'audience miniature. Madame Bantry elle-même s'activait, versant des tasses avec une lueur dans le regard, tandis que Mademoiselle Marple était assise sereinement à son tricot. Les dames réunies, Madame Price Ridley, Mademoiselle Hartnell et Madame Lemon de la Poste ne manquaient pas de commentaires. « Croyez-moi, dit Mademoiselle Hartnell, c'était un crime passionnel. Cette Sylvia en sait plus qu'elle ne le dit. J'ai vu la façon dont elle me... Regarde, bien trop avide pour une jeune femme respectable. » « N'importe quoi, rétorqua Madame Bantry, secrètement ravie du drame. « Tout le village a vu cet homme étrange sur la pelouse. Voilà votre coupable. » Madame Price Ridley leva le menton. « À mon avis, il suffit de se pencher sur le passé de Wainwright. Il venait de l'extérieur, voyez-vous, et on ne sait jamais vraiment ce qu'est un étranger. Peut-être des dettes. Ou pire. » La vague menace dans son ton ne faisait que l'exciter davantage ses auditeurs. Miss Marple parla peu, se contentant une fois d'une remarque à voix basse. « Je trouve toujours, murmura-t-elle, que lorsque les gens sont sûrs d'eux-mêmes, il est sage de se demander ce qu'ils omettent. » Ces paroles, douces et presque grand-mère, provoquèrent un bref silence. Puis le flot des ragots reprit son cours. Pendant ce temps, l'inspecteur Slack poursuivait son enquête avec la franchise qui le caractérisait. Il interrogea le jardinier qui avait découvert le corps, le personnel du presbytère et plusieurs villageois, qui s'étaient attardés après la réunion. Sa conclusion, communiquée au colonel Melchett, était simple. L'inconnu avait dû frapper Wainwright et prendre la fuite. Le mobile était inconnu, mais la méthode était claire. Coup porté par derrière, armée non encore retrouvée. Ce sont des choses qui arrivent. Mais Miss Marple, rentrant chez elle dans la lumière déclinante de l'après-midi, songea différemment. Une arme non retrouvée signifiait souvent une arme soigneusement cachée, non jetée par un inconnu en fuite. L'encre sur les doigts de Wainwright suggérait une écriture récente, bien qu'aucun papier n'ait été découvert sur lui. Et le stylo plume cassé, ces choses-là ne se cassent pas facilement. Pour Miss Marple, cela suggérait une intention plutôt qu'un accident. Au crépuscule, tandis qu'elle arrosait ses chrysanthèmes tardifs, Dolly Bantry s'arrêta à la porte. « Jane, le village est en émoi. Les vendeuses refusent de sortir après la tombée de la nuit, et Léonard dit que Slack est déterminé à mettre la faute sur le dos de cet inconnu. Tu crois qu'il a raison ?» Miss Marple sourit faiblement, les yeux rivés sur les fleurs. « Ma chère Dolly, on trouve souvent du réconfort dans la réponse la plus simple. Mais le réconfort n'est pas synonyme de vérité. J'imagine que nous entendrons bientôt parler de liens inattendus, de liens très proches. » Dolly eut un léger frisson d'excitation. « Alors tu crois vraiment que quelqu'un ici, à St. Mary Mead, pourrait être impliqué ?» Les aiguillas de Miss Marple claquèrent doucement tandis qu'elle reprenait son tricot. « La nature humaine est la même partout, Dolly, à Londres comme ici, dans nos chaumières. Les ressentiments et les secrets poussent comme des mauvaises herbes, et quand on les arrache, on ne sait jamais quelle racine peut en ressortir. » La nuit tomba dans un silence presque mis en scène. Les fenêtres brillaient, faiblement à travers les rideaux tirés, et les ruelles étaient silencieuses. Pourtant, sous ce silence, le village vibrait de discussion, de suspicion et de peur. Quelque part parmi ces visages familiers, Miss Marple connaissait la vérité sur le sort d'Erasmus Wainwright. Mais pour l'instant, elle restait cachée, dissimulée derrière des sourires polis et des anecdotes murmurées, attendant que la prochaine pierre soit tournée. Le jour suivant s'est levé sur St. Mary Mead, avec une clarté fragile, comme si l'air automnal avait été purifié pendant la nuit. Mais sous le ciel bleu vif, le village pesait lourd sur lui-même. Le bruit de la charrette allait roulant dans le chemin, le gazouillis des moineaux dans les haies. Tout semblait étrangement tendu, comme si le rythme ordinaire de la vie ne pouvait reprendre son cours normal. L'inspecteur Slack n'avait pas perdu de temps. Au petit déjeuner, il était déjà à l'école, carnet à la main, déterminé à en savoir plus sur le regretté Erasmus Wainwright. Ses questions étaient précises, pratiques et entièrement axées sur des faits faciles à écrire.
Il demanda aux élèves si leur professeur avait semblé perturbé. Il insista auprès de la propriétaire de l'auberge où Wainwright avait logé, au sujet de visiteurs ou de lettres inhabituelles. Il exigea de savoir si des dettes ou des disputes avaient obscurci la vie de l'homme. Mais toutes ces questions ne lui rapportèrent guère plus que l'image d'un jeune homme solitaire, sérieux dans ses manières et hésitant en société. Pas de querelle, pas de scandale, juste un air d'être quelque peu à part. Au presbytère, Léonard Clément tente de se montrer serviable, mais le ton brusque de Slack s'estompa rapidement. L'homme était pâle comme la craie en voyant cet inconnu à la réunion, lui rappela Léonard. Cela devait-il indiquer une ancienne connaissance, peut-être même une menace? Slack grogna, ou simplement la nervosité. Certains perdent leur couleur lorsqu'on leur demande de lire à voix haute. Il ne faut pas tomber dans le mélodrame, révérend. Griselda, qui écoutait avec son habituel mélange d'amusement et d'irritation, marmonna que Slack lui-même était assez mélodramatique pour 10. Son commentaire, bien que murmuré, n'échappa pas à Miss Marple, qui servait justement le thé à table. Elle s'autorisa un léger sourire. La présence de Miss Marple au presbytère était, comme toujours, justifiée par une course anodine. Cette fois, elle avait apporté un pot de gelée de coin qu'elle exigeait impérativement avant qu'elle ne devienne trop ferme. Pourtant, tandis que la gelée restait intacte sur le buffet, le regard perçant de Miss Marple absorbait chaque nuance de la conversation. Elle écoutait Slack raconter ses entretiens et, sans poser de questions directes, elle gardait en mémoire chaque détail, la remarque de la logeuse sur les promenades nocturnes de Wainwright, le souvenir de la postière concernant des lettres timbrées à l'étranger, et l'insistance curieuse du jardinier sur le fait qu'aucune arme n'avait été retrouvée près du corps. Chaque fragment d'information était enfoui dans cet esprit ordonné, où des schémas commençaient peu à peu à se dessiner. Plus tard dans la matinée, le colonel Melchett se rend au presbytère pour s'entretenir avec Slack. Le colonel, ferme et impatient, insista pour une intervention rapide. L'homme en costume sombre le trouva, Slack, et nous réglerons l'affaire. Inutile de jaser sur les honnêtes gens d'ici. Slack hocha la tête, désireux de plaire. Nous allons élargir les recherches. Gare, auberge, toute personne correspondant à la description. Le colonel parut satisfait, bien que Miss Marple, assise tranquillement près de la fenêtre, continua son tricot sans faire de commentaires. Elle savait par expérience que les affaires humaines étaient des rarement aussi bien rangées. Pendant ce temps, le village lui-même était devenu le théâtre de toutes les spéculations. Chez l'épicier, les clients se penchaient, l'air conspirateur par-dessus le comptoir, chuchotant des théories. À la poste, Madame Lemon affirmait avoir vu Wainwright recevoir une lettre portant un curieux cachet une semaine auparavant. À la porte du cimetière, Madame Price Ridley racontait toute la tragédie avec des fioritures, ne s'arrêtant que pour s'assurer que son auditoire admirait son importance en tant que fondatrice de la Société de la Plume de Fer. Et pendant tout ce temps, Sylvia Rawlings se déplaçait comme une ombre, évitant les regards, le visage pâle et tiré. Son malaise n'échappa pas à Miss Marple, qui observait la jeune fille de loin, notant discrètement ses mouvements tremblants et la façon dont ses mains tordaient la bandoulière de son sac à main. Cet après-midi-là, Miss Marple invita Dolly Bantry à s'asseoir avec elle dans le jardin. Les chrysanthèmes l'étaient en pleine floraison, leurs couleurs vives contrastant avec les feuilles fanées. Dolly, pleine d'excitation, répéta les derniers ragots. On dit que Wainwright écrivait une œuvre formidable peu tâtée. Il découvert un scandale, et quelqu'un l'a-t-il réduit au silence, ou peut-être l'inconnu était-il un rival jaloux. Oh, Jane, on se croirait dans un roman à sensation. Miss Marple répondit doucement. La vraie vie, ma chère Dolly, est souvent plus prosaïque. Pourtant, c'est la banalité même des motifs qui les rendent si tragiques. Une querelle, une déception, un secret trop longtemps gardé, c'est rarement aussi grandiose que le suggère la fiction. Dolly soupira, mais ses yeux brillaient de curiosité. « Tu crois vraiment que ce n'était pas un inconnu, alors ?» Les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement. « Je crois, Dolly, que les choses les plus dangereuses sont souvent très proches et très ordinaires. » Le soir, un autre événement survient. L'inspecteur Slack, après une longue journée d'interrogatoire, arriva à l'auberge où Wainwright avait logé. La propriétaire, une femme corpulente au regard perçant, admit que Wainwright avait reçu plusieurs lettres au cours des 2 dernières semaines. Des timbres étrangers, inspecteur. D'Italie, je crois. Il n'en avait jamais parlé, mais je l'avais vu en brûler un au feu il y a moins d'1 semaine. Il était assez agité. Slack nota cela, satisfait d'avoir enfin découvert quelque chose de tangible. Pour lui, la correspondance étrangère évoquait le mystère, peut-être même une conspiration.
Il fit part de sa découverte au colonel Melchett avec une grande fierté. Mais Miss Marple, lorsqu'elle l'apprit plus tard dans la soirée, pensa plutôt aux promenades solitaires du jeune homme et à l'encre sur ses doigts. Une lettre brûlée à la hâte que contenait-elle? Un avertissement, peut-être, ou quelque chose de trop personnel pour être conservé. Cette nuit-là, le village était plongé dans un silence agité. Des lampes brillaient faiblement derrière les rideaux et des chiens au loin aboyaient dans les ombres. Miss Marple était assise près de son feu, le tic-tac de l'horloge résonnant régulièrement sur la cheminée. Elle considérait les pièces un jeune homme loin de chez lui, un étranger disparu, un stylo cassé et des lettres évoquant une autre vie. Lentement, des motifs se formèrent. Pas de conclusion, pas encore, mais la forme d'un puzzle à compléter. Elle se souvenait de l'expression du visage de Sylvia Rawlings, de sa pâleur, de ses gestes nerveux. Peur, certes, mais de quoi? D'être découverte, ou simplement des ragots qui menaçaient de l'engloutir? Miss Marple savait que les jeunes femmes, effrayées, trahissaient souvent plus qu'elles ne le voulaient. Et puis il y avait Madame Price Ridley, trop prompte à exprimer ses soupçons, insistant sur le fait que les étrangers étaient toujours responsables. Une telle insistance trahissait souvent un malaise plus profond. À 10 heures, Miss Marple plia son tricot et le rangea soigneusement. Elle n'avait pas encore de réponse, mais elle avait la certitude que celle-ci ne se trouvait pas chez des inconnus lointains ou dans d'obscures conspirations, mais parmi les haies et les chaumières familières de St. Mary Mead. Et elle résolut d'observer attentivement, d'écouter avec douceur et d'attendre que la nature humaine se révèle comme elle le faisait toujours. Le 3e jour, l'inspecteur Slack était prêt à déclarer l'avancée des travaux. Il convoqua le colonel Melchett au presbytère, où il exposa ses conclusions, l'air satisfait d'avoir enfin jeté le filet sur l'affaire. Les villageois, agités par les spéculations, se pressaient contre les clôtures des jardins et s'attardaient sur les portes des boutiques, avides de nouvelles. Chacun voulait des certitudes, et Slack était déterminé à les lui apporter. La silhouette de l'étranger, cet homme vaguement aperçu sur la pelouse pendant la réunion, s'était enraciné dans tous les esprits. Slack annonça qu'un porteur de train de Much Benham se souvenait d'un voyageur correspondant à ce signalement, grand, brun, portant une petite valise et prenant le dernier train pour Londres. « C'est tout », déclara Slack. L'homme n'était pas un vagabond, mais quelqu'un qui avait des affaires ici. Il arriva, confronta Wainwright, et comme l'individu résista, il le frappa. Puis, il s'éclipsa aussi discrètement qu'il le souhaitait. Le colonel, satisfait d'une explication aussi directe, acquiesça chaleureusement. « Voilà votre meurtrier. Une affaire simple. » Mais Miss Marple, invitée par Dolly Bantry à écouter la discussion, était assise dans un coin, son tricot à la main, ses aiguilles flamboyant doucement. Elle ne leva les yeux qu'une seule fois pour dire, d'une voix douce comme c'est curieux, que les gens préfèrent blâmer un inconnu. Cela leur évite de penser du mal de leurs voisins. Slack fronça les sourcils, mais Dolly esquissa un léger sourire, sachant pertinemment que les observations discrètes de Jane Marple étaient souvent plus justes que les fanfaronnades de l'inspecteur. Pendant ce temps, l'attention se tourna vers la jeune Sylvia Rawlings. Sa pâleur et ses tremblements n'étaient pas passés inaperçus, et les rumeurs se répandirent rapidement. Madame Price Ridley, ravie de jouer le rôle de gardienne des mœurs, raconta à qui voulait l'entendre que Sylvia avait été bien trop proche de Wainwright pour être convenable. « Vous avez vu comme elle s'est assise à côté de lui », insista-t-elle chez l'épicier. Et lorsqu'il hésita dans sa lecture, elle parut sur le point de s'évanouir. Il y a quelque chose là-dedans, croyez-moi. En quelques heures, le village avait décidé que Sylvia était soit désespérément amoureuse, soit désespérément coupable. L'inspecteur Slack, ayant eu vent de ces rumeurs, convoqua la jeune fille au presbytère pour l'interroger. Sylvia arriva pâle et effrayée, les mains crispées comme si elle ne savait pas quoi en faire. Slack se pencha par-dessus la table. « Mademoiselle, il paraît que vous entretenez des relations amicales avec la défunte. Est-ce vrai ?» Sylvia balbutia que M. Wainwright avait été gentil avec elle, lui offrant des livres et des conseils pour ses études. « Il a dit que j'avais un don pour les langues, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Il m'a prêté un recueil de poèmes italiens. » À l'évocation de l'Italie, les yeux de Slack brillèrent. « Italien n'est-ce pas ?» On parlait souvent de l'Italie. Sylvia secoua vivement la tête. Non, seulement qu'il y avait voyagé. Il disait que les poètes méritèrent d'être connus. Slack insista. « L'aviez-vous vu la veille de sa mort? Vous avait-il parlé de lettres ou de quelqu'un qu'il craignait ?» Les lèvres de Sylvia tremblèrent. Elle nia, se contentant de dire que Wainwright semblait fatigué et troublé ces derniers temps. Son
Air évasif convainquit Slack qu'elle cachait quelque chose. « Écoutez, moi bien, dit-il au colonel par la suite, cette jeune fille en sait plus qu'elle ne veut bien l'admettre. Les jeunes femmes s'embrouillent dans toutes sortes d'embrouilles, surtout quand un homme est impliqué. Miss Marple, qui avait observé en silence, n'en était pas si sûre. Elle avait observé les larmes de Sylvia, leur soudaineté et leur spontanéité. Ce n'était pas le regard d'une femme coupable, mais celui d'une femme accablée de honte ou de peur. Et il y avait une différence, subtile mais profonde. Elle se souvenait de cas de sa propre connaissance, de la femme de chambre qui tremblait lorsqu'on l'accusait de vol, alors qu'elle n'avait caché qu'une lettre d'amour, de la nièce du curé qui semblait au bord de l'effondrement sous les soupçons, alors qu'elle n'était coupable que d'un orgueil insensé. La culpabilité était un visage, mais la peur de la disgrâce en était un autre. Pourtant, le lien de Sylvia avec Wainwright ne pouvait être ignoré. Lorsque la nouvelle des poèmes italiens se répandit, Madame Price Ridley secoua la tête avec une tristesse exagérée. « Des idées étrangères, déclara-t-elle. Elles perturbent les jeunes esprits. Et des timbres étrangers sur ces lettres. Cela prouve sûrement que l'homme était mêlé à quelque chose de louche. » Ces mots, portés de porte en porte, donnèrent au village exactement ce qu'il désirait, une suspicion bien sentie qui pouvait être habilement enveloppée dans la malheureuse jeune fille. Ce soir-là, Dolly Bantry se précipita au cottage de Miss Marple, les joues rouges d'excitation. « Jane, ils sont bien décidés à accuser Sylvia. Ils disent qu'elle était amoureuse de Wainwright et qu'il l'a méprisée. C'est absurde, bien sûr, mais les gens s'amusent presque, prenant cela comme une pièce de théâtre. » Miss Marple servit le thé calmement, le regard pensif. « On trouve souvent du plaisir, Dolly, dans les ragots, mais la vérité procure rarement un tel amusement. Elle est généralement plutôt triste. » Elle but une gorgée de thé, puis ajouta « J'aimerais beaucoup voir le recueil de poèmes qu'il lui a prêté. » Le lendemain matin, Sylvia apporta le livre à contre-cœur au cottage de Miss Marple. C'était une édition usée, les pages marquées de légères annotations au crayon dans les marges. Miss Marple les examina attentivement, remarquant une écriture fine, nette et curieusement tendue, comme pressée contre le papier. Une ligne avait été soulignée 2 fois. Un passage sur l'exil et la solitude. « Un jeune homme pensif, » murmura Miss Marple en lui rendant le livre. Sylvia la regarda avec désespoir. « Vous me croyez, n'est-ce pas, Miss Marple? Je ne lui ai jamais fait de mal. Je l'adorais seulement. » Miss Marple lui tapota doucement la main. « Ma chère, on ne croit pas toujours à la vérité tout de suite, mais elle n'en demeure pas moins vraie. » Pendant ce temps, Slack gagnait en confiance. Il rapporta au colonel que l'enquête se réduisait. « Nous avons la jeune fille avec ses poèmes et ses larmes, et les lettres étrangères en plus. Si ce n'est pas l'inconnue, alors c'est notre suspecte la plus probable. Elle va bientôt se faire avoir. » Le colonel Melchett acquiesça sans grand plaisir. Ce serait une triste affaire si c'était vrai. Mais mieux vaut une triste vérité que des spéculations sans fin. L'affaire, à leurs yeux, était réglée. Mais Miss Marple, ce soir-là dans son petit salon, envisageait les choses différemment. Elle pensait à l'inconnu, certes, mais aussi au stylo cassé et aux lettres brûlées dans la cheminée. Elle songeait à l'honnêteté de Sylvia dans ses tremblements et à l'empressement de Madame Price Ridley à détourner les soupçons de la société qu'elle avait si fièrement fondée. Des schémas se dessinaient, mais pas ceux que l'inspecteur Slack avait décelés. Pour Miss Marple, l'affaire ne faisait que commencer, et le véritable coupable évoluait encore discrètement parmi les chaumières de St. Mary Mead. Le lendemain de l'interrogatoire de Sylvia Rawlings, le calme était précaire. La brume recouvrait les chaumières de St. Mary Mead, étouffant le brouhaha habituel des livraisons de lait et le bruit des sabots des chevaux. Pourtant, sous ce silence, la curiosité couvait. Les villageois se croisaient dans les chemins à voix basse, leurs paroles fusant comme de petits oiseaux nerveux. Ce n'était pas seulement qu'un homme avait été assassiné, c'était que le meurtrier pouvait être l'un des leurs. L'inspecteur Slack, encouragé par l'approbation du colonel Melchett, continua de concentrer son attention sur Sylvia. Il l'interroge de nouveau, insistant sur son lien avec Wainwright. Son ton se fit plus sec, ses questions plus insistantes. Pourtant, les réponses de la jeune fille, bien que tremblantes, restèrent cohérentes. Elle avait lu les poèmes, elle avait admiré son professeur, mais elle ne l'avait pas vu le soir de sa mort. Pour Slack, ses larmes étaient les failles de son récit. Pour Miss Marple, elles étaient les failles du raisonnement de Slack. Ce fut Dolly Bantry qui apporta les derniers repotins au cottage de Miss Marple ce jour-là. Elle franchit brusquement le portail du jardin, l'air de quelqu'un qui apporte des renseignements essentiels. Jane,
Slack est certaine que c'était Sylvia. Il dit que les lettres étrangères, les poèmes et son comportement l'expliquent clairement, et la moitié du village le croit déjà. Elle se laissa tomber sur une chaise, essoufflée. Mais j'ai dit à Arthur hier soir que si Jane Marple dit le contraire, alors il doit en être autrement. Miss Marple sourit faiblement et servit de thé, ses gestes calmes contrastant avec l'agitation de Dolly. « C'est gentil à toi d'avoir une telle foi, Dolly, mais je n'ai pas dit le contraire. J'ai seulement dit que la nature humaine est rarement aussi simple. » Tandis que Dolly ruminait les théories des vendeuses, l'esprit de Miss Marple revint au stylo plume cassé retrouvé près de Wainwright. Slack avait trouvé cela insignifiant, mais Miss Marple, le détail lui chuchotait avec insistance. Les stylos se brisent sous l'effet de la pression ou d'une force délibérée, et non par accident. Elle se souvenait des taches d'encre sur les doigts de Wainwright, si sombres qu'elles semblaient sens presque fraîches lorsque le corps fut retrouvé. S'il avait écrit peu avant sa mort, où étaient les papiers? Aucune feuille n'avait été découverte dans ses poches, ni près du corps. Des lettres, peut-être des lettres qu'il souhaitait cacher. Et si oui, qui les avait prises? Cet après-midi-là, Miss Marple se dirigea lentement vers l'auberge où Wainwright avait logé. La propriétaire l'accueillit chaleureusement, désireuse de partager son point de vue. Pauvre monsieur, Miss Marple, même si je ne peux pas dire que je l'ai jamais comprise. Toujours à écrire, à arpenter les rues, à des horaires bizarres. J'ai brûlé une lettre une fois, ai-je raconté à l'inspecteur Slack. Je suis resté près de la grille, jusqu'à ce que le papier soit réduit en cendres. Miss Marple hocha doucement la tête. J'imagine qu'il était troublé. Ceux qui brûlent des lettres sont souvent ceux qui ne supportent pas qu'elles soient lues par quelqu'un d'autre. Elle parcourut la pièce du regard et remarqua le bureau près de la fenêtre. Sa surface était propre, mais les légères traces d'encre trahissaient une utilisation récente. « Écrivait-il souvent ici ?» demanda-t-elle. Chaque soir, la propriétaire répond. Pourtant, personne ne voyait jamais ce qu'il écrivait. Miss Marple la remercia et partit, les pensées agitées. Elle savait par expérience que les objets gardèrent les traces du drame humain longtemps après le départ des acteurs. Si des papiers avaient disparu, quelqu'un avait dû les emporter. Et cela suggérait que le meurtrier n'était pas un étranger fuyant en train, mais quelqu'un qui avait eu le temps de chercher. Plus tard dans la journée, Sylvia Rawlings elle-même demanda conseil à Miss Marple. Elle arriva au cottage, les yeux gonflés par les larmes, serrant son recueil de poésie italienne contre sa poitrine. « Il me croit tout coupable, murmura-t-elle. Même ma tante me regarde avec suspicion. Je ne peux pas le supporter. » Miss Marple la guida doucement vers une chaise, d'un air aimable mais inquisiteur. « Ma chère, la vérité a toujours tendance à refaire surface. Monsieur Wainwright s'est-il déjà confié à vous en dehors de vos cours? Peut-être a-t-il évoqué ses lettres ou des choses de son passé? » Sylvia secoua la tête puis hésita, une seule fois. Il dit avoir commis une erreur il y a longtemps et que cette erreur le poursuivait toujours. Je pensais qu'il parlait d'une querelle académique. Mais elle s'interrompit, enfouissant son visage dans ses mains. Miss Marple posa une main réconfortante sur son bras. « Merci, ma chère. Vous m'en avez dit plus que vous ne le pensez. » Ce soir-là, Miss Marple, assise près de son feu, examinait les fragments. Un stylo cassé, des papiers manquants, des lettres étrangères, une remarque sur une erreur passée. Pour Slack, cette histoire était celle d'une indiscrétion et d'une jalousie de jeunesse. Pour Miss Marple, c'était quelque chose de plus profond. Les erreurs de jeunesse étaient souvent synonymes de dettes, de promesses non tenues ou d'histoires de cœur non résolues. De telles choses ne disparaissent pas simplement parce qu'on s'installe dans un village tranquille. On voyageait, silencieux mais persévérant, jusqu'au moment des comptes. Le lendemain, une découverte modeste, mais significative, fut faite. Le jardinier du presbytère, fouillant la haie où le corps avait été retrouvé, remarqua un bout de papier coincé parmi les branches. Il le porta à l'inspecteur Slack avec une certaine fierté. Slack y jeta un coup d'œil peu impressionné. Ce n'était qu'une demi-page, maculée d'encre et déchirée sur les bords. La plupart des mots étaient illisibles, mais une ligne se détachait clairement et ne pouvait être pardonnée. Slack la qualifia de gribouillage mélodramatique, peut-être un brouillon abandonné. Insignifiant, marmonna-t-il en le jetant de côté. Mais Miss Marple, debout non loin de là, demanda doucement si elle pouvait le voir. Elle examina les taches d'encre et l'écriture soignée. Cela correspondait aux notes qu'elle avait vues dans le recueil de poésie. L'écriture de Wainwright, sans doute. Un fragment de quelque chose qu'il avait voulu écrire. Peut-être même une lettre. Et les mots, bien que incomplets, laissaient entrevoir plus qu'une simple correspondance.
Le pardon impliquait une trahison, et la trahison impliquait un mobile. Cette nuit-là, tandis que le vent faisait claquer les volets, Miss Marple s'interrogea sur l'indice caché. Ce n'était pas seulement le fragment, mais la façon dont il avait été laissé coincé dans une haie, comme arraché à la hâte. Quelqu'un n'avait pas souhaité qu'on le retrouve. Quelqu'un d'assez proche pour fouiller le corps et récupérer les papiers, mais assez négligent pour en laisser un morceau. Cela désignait non pas un étranger en fuite, mais l'un des leurs, un villageois suffisamment sûr de lui pour croire que les soupçons pouvaient être détournés ailleurs. Miss Marple plia soigneusement le morceau et le déposa dans son panier à tricot. Ce n'était pas une preuve, pas encore. Mais c'était un fil, et elle savait, par habitude, que des fils, aussi fins soient-ils, pouvaient se révéler toute l'étoffe. Et contemplant le feu, elle repensa à la société de la plume de fer. Ses membres s'étaient réunis pour la littérature et les ragots, mais l'un d'eux risquait maintenant d'être condamné à un meurtre. L'ironie était amère. Pourtant, elle savait aussi que la vérité, comme l'encre sur le papier, avait le don de transparaître, malgré tous les efforts pour l'effacer. La découverte du morceau de papier déchiré changea l'atmosphère à St. Mary Mead. Là où auparavant régnèrent les ragots, régnait désormais un malaise plus profond. Les mots impardonnables semblaient planer sur le village comme un glas, suggérant des sentiments intimes et des secrets longtemps gardés. Bien que l'inspecteur Slack ait écarté le fragment, le jugeant dénué de sens, Miss Marple l'examina avec la gravité qu'elle réservait aux plus infimes détails. Elle savait que les fragments en disent souvent plus que les récits complets, car ce qui était arraché était parfois plus révélateur que ce qui restait. Les villageois, cependant, n'eurent pas besoin d'être encouragés pour élaborer de nouvelles théories. Au Blue Boar, Madame Hartnell se pencha vers son auditoire et déclara que Wainwright avait clairement fait du tort à une femme. L'après-midi, le bureau de poste bourdonnait de la certitude que Sylvia Rawlings était cette femme. Le pardon, disaient-ils en toute connaissance de cause, est ce qu'une jeune fille implore après une trahison. Le soir, l'histoire avait repris de plus belle, et certains affirmèrent que Wainwright était secrètement fiancé. La vérité, à St. Mary Mead était une chose fragile, facilement remodelée par des langues avides. Le colonel Melchett, las des rumeurs, pressa Slack d'agir. Mieux valait affronter la jeune fille directement que de laisser cette hystérie s'installer, insista-t-il. Sylvia fut donc convoquée une fois de plus. Elle arriva au presbytère pâle, les yeux cernés d'insomnie. Slack brandit le bout de papier d'un geste théâtral, comme s'il s'agissait d'une arme. « Allons, mademoiselle Rawlings, voulez-vous m'expliquer cela ? Cela me fait penser à l'emportement d'un prétendant bafoué, ou peut-être d'un amant éconduit. » Sylvia secoua violemment la tête, les mains tremblantes. « Je n'ai jamais écrit de telles paroles. Je n'ai rien à pardonner à monsieur Wainwright. » Sa voix se brisa sous le poids de sa protestation, et elle fondit en larmes. Pour Slack, ces larmes confirmaient sa culpabilité. Pour mademoiselle Marple, qui observait tranquillement depuis son coin, elle confirme son désespoir, mais pas sa malhonnêteté. Plus tard, une fois l'interrogatoire terminé, mademoiselle Marple trouva Sylvia assise seule dans le jardin, les épaules voûtées. Elle s'assit à côté d'elle avec une compassion silencieuse. « Ma chère, la vérité a tendance à refaire surface, même si cela demande de la patience. Ne te laisse pas abattre par la peur. Après tout, c'est la peur qui nous fait paraître coupables alors que nous ne le sommes pas. » Sylvia leva les yeux écarquillés. « Ils ne me croiront jamais. Ils chuchotent déjà à chacun de mes pas. » Mademoiselle Marple lui tapota doucement la main. « Les gens chuchotent, ma petite, parce que cela les distrait de leurs propres secrets. Tu ne dois pas laisser leur bruit étouffer ta vérité. » Mais Sylvia n'était pas la seule à être scrutée. Le soir même, le colonel Melchett interrogea en privé Madame Price Ridley, ayant remarqué son agitation à chaque fois qu'il était question de la société. Elle s'insurgea à l'idée qu'elle en savait peut-être plus qu'elle ne l'admet. « Vraiment, colonel, je suis choqué par vos insinuations. Ma société est une société de littérature, pas de scandale. Insinuer que sa toute première réunion se terminerait par un meurtre, eh bien, c'est monstrueux. » Pourtant, sous son indignation, Melchett crut déceler un malaise. Elle parlait trop vite, ses yeux se détournant dès que le nom de Wainwright était mentionné. Il le remarqua, mais Slack le balaya d'un signe de la main. « C'est une fouineuse, rien de plus. Elle ne ferait pas de mal à une mouche. » Miss Marple, cependant, avait perçu la même lueur de malaise et l'avait refoulée. Le lendemain, une confrontation plus directe eut lieu. Chez l'épicier, Madame Hartnell accusa ouvertement Sylvia d'avoir induit Wainwright en erreur.
livres et lettres étrangères, voilà comment ça commence, déclara-t-elle assez fort pour que la moitié de la boutique l'entende. Sylvia, piquée au vif, fondit en larmes et s'enfuit. Ce fut Dolly Bantry qui se précipita pour la défendre, lui disant sèchement « Si vous devez accuser quelqu'un, Madame Hartnell, commencez par des faits plutôt que par des fantasmes. » L'épicier, gêné par la scène, tenta d'étouffer la querelle, mais le mal était fait. Le village était divisé entre ceux qui croyaient Sylvia coupable et ceux qui la trouvaient simplement malheureuse. Miss Marple, rentrant chez elle cet après-midi-là, repensa à la dispute. Elle savait pertinemment que les confrontations en révélaient plus que les aveux. La véhémence des accusations de Madame Hartnell lui parut suspecte, non pas parce qu'elles étaient vraies, mais parce qu'elles étaient trop véhémentes. Ceux qui criaient le plus fort étaient souvent ceux qui avaient leur propre peur à dissimuler. Et elle repensa aux fragments aux mots obsédants. Impossible à pardonner. De quelle voix était-il censé représenter celle de Wainwright ou celle d'un autre? Ce soir-là, une autre révélation survient. La propriétaire de l'auberge, encore troublée, se souvint d'un souvenir oublié. Elle arriva au cottage de Miss Marple, les mains tordant son tablier. « Ce n'est peut-être rien, mademoiselle, mais la veille de sa mort, M. Wainwright avait reçu la visite d'un inconnu, un homme que je ne connaissais pas, grand, aux cheveux noirs. Ils discutèrent tranquillement pendant une demi-heure dans sa chambre, puis se séparèrent sans un mot. M. Wainwright était pâle comme un mort après cela. Miss Marple écoutait attentivement. Un inconnu encore, mais pas forcément le même que celui vu à la réunion de la société. Ou bien l'était-il? Deux apparitions d'un homme mystérieux pouvaient signifier une coïncidence, mais Miss Marple n'y croyait guère. Lorsque la logeuse partit, Miss Marple s'assit dans son fauteuil, son tricot posé sur ses genoux. Elle examina attentivement les faits. Un stylo cassé, des lettres manquantes, un fragment portant des mots de rancune, un visiteur secret et un village prompt à accuser les innocents. Elle pensa à Sylvia, acculée par la suspicion, et à Madame Price Ridley, dont la fierté pour sa société dissimulait une pointe de peur. Et elle pensa à Erasmus Wainwright, un homme solitaire dont le passé semblait le suivre comme une ombre. On disait qu'il n'avait pas d'ennemi à St. Mary Mead. Pourtant, peut-être son ennemi était-il arrivé d'ailleurs, porteur de vieux griefs jamais pardonnés. Pendant ce temps, le village s'agitait. Les portes autrefois ouvertes restent verrouillées. Les réunions du soir se faisaient silencieuses, les rires forcés. Même la messe était silencieuse, comme si chaque paroissien se méfiait de l'autre. Miss Marple, observant depuis son banc, remarqua les regards qui se déplaçaient, les murmures qui suivaient Sylvia et la raideur de Madame Price Ridley. Elle savait que les secrets se resserrent et qu'ils éclatèrent bientôt à la surface. Et alors, la trame de la vie villageoise se dénouera pour révéler les nœuds cachés. Pour l'instant, elle attendait. La nature humaine, elle le savait, finissait toujours par se trahir. Il suffisait de patience et de la vigilance discrète de celui qui en percevait les moindres signes. Le village s'éveilla au son de nouvelles rumeurs au 7e matin depuis la mort d'Erasmus Wainwright. L'équilibre précaire des soupçons qui planaient sur St. Mary Mead se modifia à nouveau, car un nouvel incident vient de se produire, menaçant de remettre en cause les théories si bien ficelées que l'inspecteur Slack avait tant voulu embrasser. Tout commença avec la receveuse des postes, Madame Lemon. En triant la première livraison, elle trouva une enveloppe glissée dans la boîte aux lettres pendant la nuit. Elle ne portait ni timbre ni cachet, seulement le nom de Wainwright griffonné au recto. Troublée, elle la porta au colonel Melchett, qui à son tour fit venir Slack. L'enveloppe contenait une simple feuille de papier, également non signée, avec un court message écrit de la même écriture soignée que Wainwright avait utilisée pour ses livres. Les mots étaient crus. La dette demeure, elle ne s'arrêtera pas là. La lettre fait froid dans le dos dans le village. Était-ce un adieu écrit par Wainwright avant sa mort, ou l'œuvre d'un autre, se moquant de l'enquête? Slack la balaya d'un geste de la main. Quelqu'un qui jouait à des jeux. Les villageois adorent se mêler de tout. Mais Miss Marple, en l'apprenant, secoua doucement la tête. Les jeux, inspecteur, servent généralement à s'amuser. Cela sonne comme quelque chose de plus grave, quelque chose qui relie le passé au présent. L'arrivée de la lettre jeta le doute sur la théorie commode de la culpabilité de Sylvia. Si Wainwright l'avait écrite lui-même, il s'attendait à une sorte de règlement de compte ou de confrontation. Si quelqu'un d'autre l'avait écrite, cette personne avait connaissance de ses affaires et avait accès à sa main. L'une ou l'autre possibilité élargissait le champ des suspects. Cet après-midi-là, Dolly Bantry fait irruption dans le salon de Miss Marple, les joues roses d'excitation. « Jane,
N'est-ce pas délicieux? Un autre indice, et le pauvre Slack faillit s'arracher les cheveux. Il était si sûr de Sylvia, et maintenant tout bascule. Arthur dit qu'il n'a pas vu l'inspecteur aussi perturbé depuis des années. Miss Marple se contenta de sourire, ses aiguilles cliquetant sans cesse. La vérité a tendance à perturber les conclusions évidentes, Dolly. Elle n'est jamais aussi complaisante qu'on le voudrait. Pendant ce temps, Sylvia elle-même se renferme davantage, sa démarche autrefois vive remplacée par des regards précipités et des yeux baissés. Les voisins murmuraient que la culpabilité l'avait rendue timide, mais Miss Marple savait qu'il n'en était rien. C'était la peur du jugement, et non la culpabilité, qui courbait les épaules de la jeune fille. Elle résolut de surveiller de plus près. Le coup de théâtre suivant se produisit le soir même. La propriétaire de l'auberge, encore inquiète après avoir rappelé la visite de Wainwright, découvrit que l'une de ses chambres avait été dérangée. Un tiroir contenant de vieux reçus avait été fouillé, mais rien de valeur évidente ne manquait. Elle le signale aussitôt, et Slack s'empresse de le mettre sur le compte de bêtises d'enfant. Mais Miss Marple, lorsque Dolly lui raconta l'histoire, pensa différemment. Les reçus peuvent paraître ennuyeux, mais ils parlent que de transactions, d'obligations, de dettes. Ceux qui fouillèrent ce tiroir ne cherchaient pas des bibelots. Ils cherchaient des preuves. Une preuve de quoi? Cette question s'occupait, assise près du feu, à feuilleter les fragments. Les mots inscrits sur le bout de papier sont inexcusables face à la nouvelle lettre concernant les dettes. Les deux messages semblaient tissés ensemble, comme autant de fils d'une même étoffe, une erreur du passé, projetant encore son ombre, et quelqu'un d'assez désespéré pour la cacher. Le service religieux de cette semaine révéla bien plus que des prières. Mademoiselle Marple, discrète comme toujours, observait attentivement ses voisins. Madame Price Ridley était assise, raide, son recueil de cantiques fermé, ses yeux s'agitant à chaque fois que le nom de Wainwright était mentionné dans le sermon. Le colonel Melchett chantait de tout son cœur, comme pour étouffer son malaise. La voix de la jeune Sylvia tremblait, à peine audible. Mais le plus frappant était l'absence de l'étranger. Personne n'avait avoué le connaître, et aucune description autre que celle de grand et brun n'avait été utile. On aurait dit qu'il avait été englouti par la terre. Pourtant, mademoiselle Marple savait que les êtres humains ne disparaissaient pas comme ça. Ils laissèrent des traces, pour peu qu'on les cherche. Après la cérémonie, Griselda Clément confie ses propres soupçons à Miss Marple. Je ne peux m'empêcher de penser que tout cela était lié à cette réunion mondaine. Les gens disaient des choses ce soir-là, Jane. Des choses insignifiantes, mais tranchantes. Wainwright avait l'air malade avant même de commencer son exposé. Et Madame Price Ridley, malgré toute sa fierté, semblait impatiente de couper court à la réunion. Peut-être avait-il l'intention de dire quelque chose qui l'effrayait? Miss Marple hocha la tête pensivement. Griselda avait une imagination débordante, mais même les imaginations débordantes trouvera parfois la vérité. Ce soir-là, l'inspecteur Slack convoqua une réunion au presbytère pour annoncer ses dernières découvertes. Accompagné du colonel, il déclara que la mystérieuse lettre était l'œuvre d'un farceur, rien de plus. Il insista sur le fait que les soupçons se portaient toujours directement sur Sylvia. La jeune fille avait des opportunités, elle était attachée, et elle ne pouvait expliquer sa nervosité. Madame Price Ridley le soutint chaleureusement, hochant la tête à chaque mot. « Tout à fait, inspecteur. Livres étrangers et larmes secrètes. Quelles preuves supplémentaires exigez-vous? Mais tous n'étaient pas d'accord. Léonard Clément s'aventura prudemment. Ne serions-nous pas trop hâtifs? Après tout, les preuves sont loin d'être complètes. Slack fronça les sourcils, peu habitué à être contesté. Ce fut Miss Marple qui prit la parole d'une voix basse mais assurée. « Pardonnez-moi, inspecteur, mais parfois, l'absence est aussi révélatrice que l'existence. Nous n'avons pas d'armes. Aucun document manquant n'a été retrouvé. Aucune connaissance de l'identité de l'étranger. Ces absences ne sont pas anodines, elles sont significatives. » Slack la congédia d'un signe de la main, mais plusieurs villageois s'agitèrent, mal à l'aise. La certitude de la culpabilité de Sylvia ne semblait plus aussi solide. Cette nuit-là, un orage s'abattit sur St. Mary Mead. La pluie fouettait les fenêtres et le vent faisait trembler les volets. Dans l'obscurité, une silhouette traversa silencieusement le jardin du presbytère, se faufilant au-delà de la haie, où le corps de Wainwright avait été retrouvé. Au matin, de nouvelles empreintes marquaient la terre humide, menant à l'endroit même. Quelqu'un est revenu, reparti à la recherche. Lorsque la nouvelle des empreintes se répandit, la peur du village s'intensifia. Si le meurtrier rôdait toujours parmi eux, personne n'était en sécurité. Et pour Miss Marple, c'était la confirmation que l'histoire ne s'était pas terminée avec la mort de Wainwright.
La dette mentionnée dans la lettre n'était toujours pas réglée, et un autre règlement de compte était peut-être imminent. La tempête de la nuit précédente avait laissé St. Mary Mead baignée de lumière et scintillante, mais la clarté du matin ne parvenait pas à dissiper l'obscurité du malaise. La nouvelle des empreintes de pas près de la haie se répandit rapidement. L'idée que quelqu'un soit revenu sur les lieux mêmes du meurtre de Wainwright glaça les villageois bien plus que tout soupçon persistant envers Sylvia. Car si le tueur rôdait encore, l'affaire n'était pas close, il était vivant, pressant ses portes et ses fenêtres. L'inspecteur Slack répondit avec fracas. Il déclara que les empreintes avaient probablement été laissées par un villageois curieux ou un enfant espiègle. Pourtant, son ton manquait de conviction, et même le colonel Melchett fronça les sourcils. Le colonel, malgré son sens pratique, ne pouvait ignorer cette insinuation troublante. « Non, Slack, dit-il d'un ton bourru, cela semble délibéré. Quelqu'un cherchait quelque chose. » Miss Marple, écoutant en silence, hocha la tête. « Oui, colonel. Et il faut toujours se demander ce qu'on espère trouver, ou peut-être ce qu'on craint de découvrir. » Le village se tendit par petites touches, mais révélatrices. Madame Price Ridley affichait une dignité plus marquée, réprimandant les voisins pour leurs ragots, tout en les observant attentivement. Madame Hartnell, qui avait accusé Sylvia si haut et fort, parlait désormais moins de la jeune fille et plus de l'étranger, insistant sur le fait qu'il devait toujours rôder dans les parages. La postière devint nerveuse, jetant des coups d'œil par-dessus son épaule tout en triant le courrier. Même Dolly Bantry avoua son malaise à Miss Marple autour d'une tasse de thé. « Jane, je ferme mes portes à clé comme si nous étions à Londres, et Arthur me traite d'idiote. Mais si quelqu'un peut tuer dans notre village, qu'est-ce qui l'empêchera de tuer à nouveau ?» Miss Marple lui tapota doucement la main. « La peur, ma chère Dolly, peut être raisonnable. Elle nous rappelle de remarquer. Et remarquer, comme tu le sais, est plutôt important. Cet après-midi-là, un retournement de situation survint. L'agent, en fouillant près de la haie où les empreintes avaient été trouvées, découvrit un petit objet à moitié enfoui dans la terre humide. C'était un bouton, noirci par le temps et terni sur les bords, du genre qu'on trouve sur un lourd par-dessus. Il n'était pas là le jour où le corps de Wainwright avait été découvert. Slack s'en saisit avec soulagement. Et voilà. L'inconnu le laissa tomber à son retour. Une preuve suffisante. Pourtant, Miss Marple, l'examinant attentivement, constata le contraire. Le bouton était vieux, les fils de couture encore accrochés au dos. Elle reconnut le style. « Ce n'est pas celui d'un inconnu, murmura-t-elle. C'est celui d'un inconnu que nous connaissons. Quelqu'un qui a vécu ici assez longtemps pour porter des vêtements usés. » Slack écarta son observation, mais Miss Marple la conserva. Elle se souvenait avoir vu un manteau similaire quelques jours auparavant sur l'un des membres de la Société de la Plume de Fer. Elle n'en parle pas encore. Mieux valait observer, attendre que la nature humaine se trahisse. Ce soir-là, Léonard Clément rend visite à Miss Marple à son cottage. Il était troublé, le front plissé. « Jane, je commence à douter des certitudes de Slack. Plus il insiste auprès de Sylvia, moins je suis convaincu. Et pourtant, que faire? Les villageois s'agitent, le colonel exige des résultats, et Slack s'obstine de jour en jour. » Miss Marple écoutait patiemment, ses aiguilles à tricoter s'agitant avec constance. « C'est difficile, Léonard, de s'accrocher trop fermement à une seule idée. Slack veut que les choses soient simples. Mais les choses humaines le sont rarement. Il faut se rappeler que les gens cachent leur motivation non seulement aux autres, mais souvent à eux-mêmes. » Léonard soupira, puis ajouta Griselda. « Pense que Madame Price Ridley est plus impliquée qu'elle ne l'admet. Elle dit que la femme pâlit dès qu'on évoque la société. » Miss Marple esquissa un léger sourire. Griselda a l'œil vif. L'orgueil cache souvent la peur, et Madame Price Ridley est très fière. Mais peur de quoi? Telle est la question. Pendant ce temps, la situation de Sylvia s'aggravait. Elle avait cessé d'aller à l'église, trop gênée par les regards, et restait à l'intérieur la plupart du temps. Lorsque Miss Marple la rejoignit, elle la trouva pâle et apathique. Sylvia avoua dans un murmure « J'ai l'impression que tout le village attend que je trébuche. Même si je suis innocente, à quoi bon si personne ne me croit ?» Miss Marple répondit doucement. « La vérité, ma chère, a le don de persister même quand on se retourne contre elle. Le véritable danger n'est pas l'incrédulité, mais le désespoir. Ne la laissez pas vous réduire au silence. » Les paroles de Miss Marple tombèrent à point nommé, car dès le lendemain matin, une autre révélation survint. La propriétaire de l'auberge, fouillant dans le linge laissé au raccommodage, découvrit un bout de papier dans la poche d'un gilet ayant appartenu à Wainwright.
Le papier était plié serré, taché de sueur, mais les mots étaient lisibles. « Rejoignez-moi là où ça a commencé, où tout sera révélé. » Aucune signature ne suivait. La propriétaire le porta aussitôt à l'inspecteur Slack, qui s'en saisit comme preuve d'une liaison clandestine. « Sylvia encore !» s'exclama-t-il. Qui d'autre aurait pu rencontrer? Pourtant, Miss Marple, lorsqu'on lui montra le mot, examina l'écriture et secoua la tête. Ce n'est pas la main de Wainwright, elle appartient à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui voulait dicter ses conditions, quelqu'un qui craignait d'être démasqué. La phrase où tout avait commencé persistait dans ses pensées. Où cela avait-il commencé? Pas à St. Mary Mead, sûrement, mais quelque part au-delà, lié au passé de Wainwright. L'Italie peut être le pays des lettres et de la poésie qu'il aimait tant. Ou peut-être cela avait-il commencé plus près, dans une querelle ou une dette qu'il avait suivie dans les ruelles tranquilles du village. Quoi qu'il en soit, Miss Marple savait que ce mot ne faisait pas allusion à une romance de jeunesse, mais à de vieilles ombres. Ce soir-là, alors qu'elle était assise dans son salon, les morceaux formaient un tableau troublant. Le fragment qui parlait de pardon, le mot sur les dettes, la lettre demandant un rendez-vous, tous les fils d'une même tapisserie. Et au milieu de tout cela, des villageois avides d'accuser les innocents, soucieux de préserver leur propre réputation, s'agitaient. Elle pensa à Madame Price Ridley, à son regard anxieux. Elle pensa au vieux manteau aux boutons manquants, et elle pensa à Sylvia, dont le désespoir était aussi dangereux que n'importe quelle culpabilité. La tempête était passée, mais la véritable tempête ne faisait que commencer. Miss Marple savait que le tueur évoluait toujours parmi eux, les observant, protégeant leurs secrets. Et elle savait aussi qu'un autre acte pourrait bientôt survenir, car les dettes se soldent rarement par un décès. Ils exigeaient le paiement intégral. Le village de St. Mary Mead sembla retenir son souffle, les jours qui suivirent la découverte du mot dans le gilet de Wainwright. Les mots qui le désignaient commencèrent à planer tel un fantôme sur chaque conversation, suscitant de nouvelles spéculations. Pour certains, c'était la preuve d'une histoire d'amour secrète, pour d'autres, la preuve d'un chantage. Mais pour Miss Marple, ce n'était ni l'un ni l'autre. Elle savait que de telles phrases portèrent tout le poids du passé, et que le passé laissait toujours des traces, aussi soigneusement dissimulées soient-elles. L'inspecteur Slack, cependant, persista dans sa vision étroite des choses. Il déclara au colonel Melchett que Sylvia Rawlings était la coupable incontestée. La jeune fille avait raison, elle avait été en contact avec lui et elle ne pouvait pas donner un compte-rendu précis de ses déplacements. Ce mot prouve qu'il s'agissait d'un rendez-vous amoureux, d'une dispute, de violence. Affaire classée. Le colonel Melchett, bien que moins confiant maintenant, s'appuyait toujours fortement sur l'insistance de Slack. « Si vous avez raison, mieux vaut régler l'affaire rapidement. Le village est agité. » Slack acquiesça avec empressement, prêt à porter plainte. Mais Miss Marple savait que la vérité n'était pas si simple. Elle décida donc de se soumettre à un test discret, un de ces tests psychologiques dans lesquels elle excellait. Elle invita plusieurs membres de la société à prendre le thé dans son cottage, dont Madame Price Ridley, Madame Hartnell et Sylvia. Dolly Bantry était également présente, pour masquer ce qui aurait pu paraître étrange. La réunion commença assez innocemment, avec du thé servi et des gâteaux servis. Pourtant, Miss Marple, avec sa douceur habituelle, orienta la conversation vers Erasmus Wainwright, ses papiers et son intérêt curieux pour le pardon et les dettes. Elle sortit le fragment trouvé dans la haie, le déposa soigneusement sur un plateau, comme s'il n'avait pas grande importance. « Quel dommage, murmura-t-elle, que ces paroles soient restées inachevées. Je me demande ce qu'il voulait dire. » Madame Hartnell se pencha avec empressement, certaine qu'il s'agissait d'une déclaration romantique. Sylvia baissa les yeux, les mains fermement jointes sur ses genoux. Mais Miss Marple observait Madame Price Ridley avec la plus grande attention. Celle-ci se raidit à la vue du fragment, sa tasse de thé cliquante contre sa soucoupe, avant de reprendre son sang-froid. Le regard de Mademoiselle Marple s'adoucit, comme si elle n'avait rien remarqué, et elle reprit la parole de son ton le plus doux. Bien sûr, on écrit des choses curieuses quand on est troublé. Parfois, on craint qu'une erreur ancienne ne revienne nous hanter. Il y eut un silence pesant et révélateur. Dolly, toujours prompte, changea de sujet pour une anecdote anodine, mais Miss Marple avait vu ce qu'elle cherchait. Un vacillement, un fléchissement, le genre de réaction qu'aucun coupable ne pouvait entièrement dissimuler. Le lendemain, elle organise un autre test. Cette fois, elle se rendit au presbytère, où le colonel Melchett et l'inspecteur Slack étaient réunis. Elle leur demanda de convoquer Madame Price Ridley sous prétexte de clarifier des détails concernant la première réunion de la société. Lorsque la femme arriva,
guindée et suffisante, Mademoiselle Marple était assise tranquillement dans un coin, son tricot à la main. Ce n'était pas elle qui posait les questions, mais Léonard Clément, d'un ton doux mais inquisiteur. « Madame Price Ridley, dit-il, vous êtes fière d'avoir fondé la société. Vous souvenez-vous si M. Wainwright semblait nerveux avant de parler ?» Madame Price Ridley remua, mal à l'aise. Nerveux? Il était peut-être pâle, mais cela n'avait rien à voir avec moi. Léonard lui demanda si elle lui avait parlé en privé. Elle rougit, protestant trop. « Certainement pas. Je n'avais aucune raison de le faire. » Sa voix devint sèche, et le colonel fronça les sourcils en entendant son ton. Mais Miss Marple, tricotant toujours, murmura seulement qu'il est souvent plus difficile, ma chère, de rester calme lorsque le passé nous revient à l'esprit. Ce soir-là, Miss Marple fait part de ses observations à Dolly Bantry. Les coupables, voyez-vous, se trahissent non pas par leurs paroles, mais par leurs réactions. Le sang-froid de Madame Price Ridley se fissure dès que la question du pardon est évoquée. Elle ne craint ni pour Sylvia, ni pour l'inconnu, mais pour elle-même. La question est, que savait Wainwright de son passé qui ne pouvait être pardonné? Les yeux de Dolly s'écarquillèrent. « Tu veux dire, Jane, qu'elle? Mais c'est un pilier du village. » Miss Marple sourit faiblement. « Les piliers s'effondrent parfois, Dolly, quand les fondations sont fragiles. » Pourtant, Miss Marple ne tira pas de conclusion hâtive. Elle savait que Madame Price Ridley n'était pas la seule à être sous pression. D'autres aussi montraient des signes de malaise. La propriétaire de l'auberge s'était souvenue trop tard. Les accusations virulentes de Madame Hartnell dissimulèrent peut-être ses propres craintes. Et l'inconnu restait une ombre, son rôle encore incertain. Le test avait révélé une faille, mais le tableau complet n'était pas encore dressé. Cette nuit-là, Miss Marple se prépara à ce qu'elle savait devoir arriver. Elle remit le morceau de papier dans son panier à tricot et posa le mot du gilet à côté. Les deux fragments, bien que incomplets, racontaient une histoire de trahison, de dette et d'une vieille erreur. Elle soupçonnait que le meurtrier avait non seulement réduit Wainwright au silence, mais aussi cherché à récupérer ce qu'il croyait être la preuve de cette erreur. Les empreintes de pas dans le jardin le confirment, et si le meurtrier était revenu une fois, il pourrait revenir. Le village, ignorant les manœuvres discrètes de Miss Marple, s'installa dans un silence gêné. Les portes avaient été verrouillées plus tôt, les lampes éteintes plus tôt. Mais sous ce silence, les secrets s'agitaient, sans cesse, attendant le moment où ils seraient enfin libérés. Miss Marple, sereine dans son petit salon, savait que ce moment était proche. Son épreuve avait planté le décor. L'acte final allait commencer. Les jours qui suivirent l'examen discret de Miss Marple furent chargés de tension. L'air de St. Mary Mead semblait vibrer de malaise, comme si le village lui-même avait absorbé le secret qu'il ne pouvait encore nommer. Le moindre événement pesait désormais lourd, une porte claquée, un regard précipité, un fragment de conversation entendue, tout devenait un fil conducteur dans le tissu des soupçons. Madame Price Ridley, d'ordinaire si audacieuse dans ses déclarations, était devenue étrangement réservée. Elle allait à l'église, mais sa posture était raide, le regard fixé droit devant elle, refusant de croiser celui de ses voisins. À la poste, elle lançait des remarques saccadées, évitant toute discussion sur la société ou sur Wainwright. Ce retrait ne passa pas inaperçu. Les villageois murmuraient que sa conscience était peut-être troublée, mais personne n'osait le dire à voix haute. C'était le genre de changement auquel Miss Marple prêtait une attention particulière, car elle savait que le silence pouvait crier plus fort que les mots. Sylvia Rawlings, en revanche, semblait plus fragile que jamais. Elle quittait rarement le cottage de sa tante, et lorsqu'elle le faisait, elle se déplaçait rapidement, les yeux baissés. Miss Marple lui rend visite un après-midi, apportant un panier de scones en guise d'excuse. Elle trouva la jeune fille pâle, mais reconnaissante de sa compagnie. « Ils n'oublieront jamais Miss Marple, dit Sylvia avec amertume. Même s'ils prouvent que ce n'était pas moi, ils me regarderont toujours comme si cela avait pu l'être. Le village se souvient de ces histoires plus longtemps que de la vérité. » Miss Marple lui tapota doucement la main. « Les souvenirs peuvent être cruels, ma chère, mais ils sont aussi peu fiables. Avec le temps, la vérité a tendance à s'installer plus fermement que la rumeur. Il faut être patiente. » Sylvia esquissa un faible sourire, mais ne parut pas convaincue. Pendant ce temps, le colonel Melchett pressait l'inspecteur Slack d'obtenir des résultats. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça, déclare Slack, déclara-t-il. Les villageois sont agités, le clergé perturbé, et les journaux pourraient bientôt flairer un scandale. Il faut une solution. » Slack se gonfla d'orgueil, même si le doute persistait dans ses yeux. « Nous sommes proches, colonel, très proches. La jeune fille est la clé, et je la coincerai d'ici peu. » Pourtant, même en parlant,
Sa certitude semblait creuse. Les empreintes de pas, le bouton, le mot ne correspondaient pas parfaitement à sa théorie, et il le savait. Miss Marple, à sa manière calme, continua de rassembler les fils. Elle retourna à l'auberge une fois de plus, demandant à la propriétaire de se rappeler chaque détail des derniers jours de Wainwright. Cette fois, la femme se souvint d'un détail, mais révélateur. Il m'a demandé de poster une lettre pour lui, dit-elle lentement. J'y ai prêté peu d'attention, mais je réalise maintenant que je ne l'ai jamais vue dans le recueil. Peut-être était-elle perdue. Le regard de Miss Marple s'éclaircit. Vous souvenez-vous de son adresse? La propriétaire hésita. Quelque part en Italie, je crois. Milan, ou peut-être Florence. Miss Marple la remercia, l'esprit déjà en émoi. Les lettres, les poèmes, les évocations de l'exil, tout ramenait à l'Italie, à quelque chose que Wainwright avait emporté avec lui dans le calme de St. Mary Mead. Ce soir-là, Dolly Bantry entra en trombe, les joues rouges d'excitation. « Jane, tu n'en croiras pas tes yeux. Madame Hartnell a déclaré avoir vu Madame Price Ridley parler à voix basse avec Wainwright le matin même de la réunion. Elle jure les avoir surprises devant le portail de l'église. » Miss Marple haussa un sourcil. « Et Madame Hartnell ne s'en souvient que maintenant. » Dolly rit. « Exactement ce que je pensais. Elle aime mettre au centre des événements, tu sais ?» Miss Marple sourit faiblement. « Oui, Dolly. Mais parfois, les langues les plus vantardes trébuchent sur la vérité, même sans le vouloir. » La pression s'intensifie. Au sanglier bleu, les hommes parlaient à voix basse de dettes et de disgrâces. Chez la couturière, les femmes se demandaient à voix haute si Wainwright avait menacé de dénoncer quelqu'un. Et pendant tout ce temps, le nom de l'inconnu refait surface encore et encore. Qui était-il? Pourquoi personne ne s'était manifesté pour le réclamer? Son silence s'alourdit de jour en jour. Miss Marple décida qu'il était temps d'agir avec plus d'audace. Elle suggéra à Léonard Clément de réunir à nouveau la société, sous prétexte d'honorer leurs défunts membres par une lecture. Le révérend, d'abord hésitant, accepta. Les avis furent affichés et, à la fin de la semaine, les membres de la Société de la Plume de Fer se réunirent à nouveau dans le jardin du presbytère. Le cadre était sensiblement le même qu'avant, mais l'ambiance était totalement différente. Là où autrefois régnait rire et bavardage, régnait désormais tension et regard méfiant. Madame Price Ridley était assise, raide, les mains crispées sur ses genoux. Madame Hartnell s'agitait avec une fausse confiance, avide d'être entendue. Sylvia, pâle mais provocante, restait assise en silence, refusant de s'incliner devant les regards. Le colonel Melchett et l'inspecteur Slack observaient la scène de côté, leur présence rappelant que l'ombre du meurtre ne s'était pas levée. Miss Marple, avec sa douceur, s'adressa au groupe. « Il est triste que notre première rencontre se soit terminée tragiquement. Pourtant, il me semble que les paroles de M. Wainwright méritent d'être rappelées, et non tuées. » Elle souleva le fragment trouvé dans la haie et le posa sur la table devant elle. Il écrivit que quelque chose ne pouvait être pardonné. C'était peut-être là le cœur de son trouble. Après tout, pardonner n'est pas facile quand de vieilles dettes subsistent. Sa voix, bien que douce, avait un poids qui apaisa l'assemblée. Un bruissement se fit entendre parmi les auditeurs. Le visage de Madame Price Ridley était décoloré. Madame Hartnell regarda autour d'elle, perplexe, se demandant si elle avait trébuché en danger. Les yeux de Sylvia s'écarquillèrent, sentant que Mademoiselle Marple les guidait vers quelque chose sans qu'elle sache encore quoi. Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. La vérité, je crois, ne se trouve pas chez des inconnus lointains, ni chez des jeunes filles innocentes, mais bien plus près de nous. Elle est cachée dans le passé, dans des erreurs longtemps enfouies, et dans la peur de les voir éclater au grand jour. Quelqu'un parmi nous sait exactement ce qu'Erasmus Wainwright voulait dire lorsqu'il écrivit ces mots, et c'est cette personne qui le craignait le plus. Le silence s'installa dans le jardin. Même les oiseaux semblaient silencieux, comme attendant le mot suivant. L'inspecteur Slack s'agitait avec impatience, prêt à demander des noms, mais le regard de Miss Marple se posa silencieusement sur le groupe devant elle. Elle ne révélerait pas tout pour l'instant. Le moment était proche, mais pas encore tout à fait. La nature humaine, elle le savait, apportera la touche finale si seulement elle lui laissait l'espace nécessaire pour respirer. Alors que la réunion se dispersait, des murmures bourdonnèrent dans l'air, plus aigus et plus frénétiques qu'auparavant. Plus tard dans la soirée, dans le calme de son cottage, Miss Marple était assise près de son feu, certaine que la fin était proche. Le passé s'abattait sur le présent, et le meurtrier était acculé. Il ne restait plus qu'une dernière étape, et la vérité éclatera enfin.
La réunion de la Société de la Plume de Fer avait laissé le village en effervescence. Dans les boutiques et les chaumières, les conversations reprennent le refrain de Miss Marple, celui des dettes et de la remise de dettes, et elle avait affirmé que le danger venait de l'intérieur, et non de l'extérieur. Bien qu'elle n'eût nommé personne, l'effet fut aussi fort que si elle l'avait fait. La suspicion se répandit avec inquiétude parmi les membres de la société, et pour une fois, ce ne fut pas Sylvia qui en fit les frais. Pourtant, personne n'osait exprimer ses soupçons à voix haute. Miss Marple savait que le moment était venu. Les secrets, une fois exhumés, avaient tendance à se révéler au grand jour. Elle avait testé et observé, attendant le moment où la nature humaine ne pourrait plus être contenue. Ce moment, estima-t-elle, était arrivé. Le lendemain soir, elle demande au colonel Melchett et à l'inspecteur Slack de réunir les principaux personnages au presbytère. Léonard Clément et Griselda étaient de présents, ainsi que Dolly Bantry, Madame Hartnell, Sylvia Rawlings et, à contre-cœur, Madame Price Ridley. La salle était bondée, tendue par l'attente. Slack, visiblement impatient d'une conclusion, se frotta les mains. « Eh bien, mademoiselle Marple, puisque c'était votre suggestion, peut-être nous ferez-vous l'honneur de nous expliquer qui a tué Wainwright. Nous ne pouvons pas continuer éternellement avec des fragments et des murmures. » Miss Marple était assise, comme à son habitude, son panier à tricot à côté d'elle. Elle parlait doucement, comme si l'affaire était presque une affaire de famille, mais ses paroles avaient du poids. Erasmus Wainwright n'a pas été tué par un inconnu, ni par la pauvre Sylvia, injustement soupçonnée. Il a été tué par quelqu'un qui craignait que ses connaissances passées ne soient rendues publiques. Les fragments que nous avons retrouvés, le mot dans son gilet et les papiers manquants, indiquent tous une vieille dette, une honte plutôt qu'une somme d'argent. Slack renifla. Ce ne sont que des suppositions, Miss Marple. Elle poursuivit sereinement, imperturbable. Wainwright avait vécu en Italie avant de venir ici. Ses lettres et ses notes dans son recueil de poésie montrent qu'il se sentait en exil, marqué par une erreur à laquelle il ne pouvait échapper. Il avait également connaissance de l'erreur d'autrui, une erreur impardonnable. C'est cette connaissance qui lui a coûté la vie. Elle marque une pause, son regard parcourant lentement la pièce, se posant enfin sur Madame Price Ridley. La femme se raidit, les lèvres pincées, le visage décoloré. « C'est absurde, rétorqua-t-elle. Je n'ai rien à voir avec la mort de cet homme. » La voix de mademoiselle Marple reste douce. Vous lui avez parlé le matin de la réunion. Madame Hartnell vous a vu, même si elle ne s'en est souvenue que plus tard. Et vous avez pâli à l'évocation du pardon, car vous savez ce qu'il pourrait révéler. Les autres se retournèrent, choqués, tandis que Miss Marple poursuivait. Des années auparavant, avant son arrivée à St. Mary Mead, Madame Price Ridley est impliquée dans un scandale à Florence. Son mari fut ruiné par de faux papiers, et bien que l'affaire fût étouffée, Erasmus Wainwright, alors jeune précepteur, connaissait la vérité. Il en portait le souvenir. Lorsqu'il rejoignit la société, il avait l'intention d'écrire sur les dettes d'honneur, sur les choses qui persistent quand d'autres les croient oubliées. Ce fragment impardonnable était sa référence à ce qu'il savait de son passé. Dolly Bantry laissa échapper un hoquet de surprise, tandis que Sylvia se couvrait la bouche des mains. Le colonel Melchett se pencha en avant, fronçant les sourcils. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il. Madame Price Ridley se leva, tremblante de colère. « C'était il y a longtemps, mensonge et exagération. Mon mari était insensé, c'est tout. Cet homme a tout déformé, et je ne le laisserai pas me salir ici, dans mon propre village. » Sa voix se brisa, et ses mots restèrent suspendus dans le silence qui suivit. Le ton de Miss Marple était presque triste. Alors, lorsqu'il quitta la réunion et marcha seul le long de la haie, vous l'interpella. Il avait encore les papiers, preuve de ce qu'il avait l'intention de dire. Vous le frappez avec l'objet le plus proche, le réduisit au silence et le fouillez. Vous ramassez les papiers, mais un morceau s'en détacha et se logea dans la haie. Ce morceau vous trahit aussi sûrement que votre propre conscience. L'inspecteur Slack aboya. C'est une conjecture. Mais même lui semblait hésitant. Le colonel Melchett se tourna vers Madame Price Ridley. « Alors, qu'en dites-vous » Elle resta figée, le regard perdu dans la pièce, puis se laissa retomber sur sa chaise en frissonnant. « Il m'aurait encore ruiné, murmura-t-elle. Je ne pourrais pas le supporter. J'ai bâti ma vie ici, respectable, sans tache. Je ne le laisserai pas tout révéler au grand jour. » Sa voix, brisée par le désespoir, brise le silence. Sylvia pleurait doucement. Le soulagement se lisait sur son visage. Dolly Bantry secoua la tête, étonnée, murmurant à Miss Marple
Comment as-tu pu voir ça, Jane ?» Miss Marple plie son tricot calmement. « Ce n'était pas difficile, ma chère. On peut effacer des mots, mais pas son comportement. La culpabilité se manifeste dans le moindre détail, ce n'est pas le cas. Une main tremblante, un regard effrayé, une envie d'accuser. Les autres. Et comme je l'ai souvent constaté, les façades les plus respectables cachent les secrets les plus graves. Le colonel Melchett fit signe à Slack, qui, bien que contrit, s'avança pour escorter Madame Price Ridley. Elle n'opposa aucune résistance, seulement une dignité brisée. La pièce resta silencieuse, l'air lourd de l'effondrement de l'illusion. La grande dame du village, fondatrice de la Société de la Plume de Fer, se révéla être une meurtrière. C'était comme si le sol lui-même avait dérobé sous leurs pieds. Miss Marple, toujours sereine, rassembla son tricot. « C'est triste, dit-elle doucement. Mais ce genre de choses n'est pas nouveau. La nature humaine se répète à toutes les époques et en tout lieu. Il ne faut jamais croire trop vite que respectabilité rime avec vertu. » Elle se leva, sa petite silhouette sereine au milieu du tumulte, et les autres la regardèrent avec un mélange d'admiration et de gratitude. La vérité, si douloureuse fût-elle, avait enfin été dite. Dans les jours qui suivirent sur la confession de Madame Price Ridley, Sainte Marie Mead s'installa dans un silence sans précédent. Ce silence n'était pas la paix ordinaire de la vie villageoise, mais un silence feutré, empreint d'incrédulité et d'adaptation. On aurait dit que les chemins et les haies, habitués au bavardage et au commérage, étaient réticents à raconter cette histoire. La raconter à voix haute semblait presque indécent. Au sanglier bleu, les clients parlèrent bas, jetant des regards nerveux autour d'eux avant d'oser prononcer son nom. Madame Hartnell, qui avait autrefois exprimé ses soupçons avec délectation, affirme maintenant avoir toujours su que quelque chose clochait chez Madame Price Ridley, sans pouvoir en expliquer la raison. La receveuse de poste, toujours aussi désireuse d'être au centre des débats, répéta l'histoire du fragment déchiré une douzaine de fois, ajoutant de petites fioritures à chaque récit. Pourtant, sous leurs embellissements se cachait un malaise partagé. Si un tel personnage, fier et respectable, pouvait être coupable de meurtre, à qui pouvait-on vraiment faire confiance? Sylvia Rawlings, autrefois objet de mépris, se retrouva prise en pitié. Ses voisins lui apportent de petits cadeaux, gâteaux et confitures, murmurant des excuses sur un ton qui frôlait l'aveu direct de leur erreur. Ses yeux portaient encore l'ombre de son calvaire, mais lorsque Miss Marple lui rendit visite, elle parvint à sourire. « Je te dois tout, murmura-t-elle. Sans toi, il ne m'aurait jamais cru. » Miss Marple secoua doucement la tête. « La vérité aurait fini par éclater, ma chère. Mais je suis heureuse qu'elle ait parlé assez tôt pour t'épargner. » Sylvia lui serra la main avec gratitude, et pour la première fois depuis des semaines, son pas sembla plus léger. Au presbytère, Léonard Clément se débattait avec le poids moral de l'affaire. Un soir, il s'adressa à Miss Marple, le visage troublé. « Je suis déchiré, Jane. Prêcher le pardon quand une femme a ôté la vie semble presque impossible. Et pourtant, je dois croire que ce n'est pas hors de portée de la grâce. » Miss Marple écoutait en silence, le regard doux. « Pardonner, Léonard, n'est pas oublier. On peut pardonner à une âme sa faiblesse, mais il faut quand même se prémunir contre la faiblesse lorsqu'elle se transforme en mal. » Madame Price Ridley craignait la honte plus que le péché. C'est ce qui la détruisit. Léonard hocha lentement la tête, réconforté par sa lucidité. Le colonel Melchett, toujours aussi direct, déclara que c'était un soulagement que l'affaire soit réglée, même si la voix en privé à Dolly Bantry être ébranlée. On se fait une image des gens, Dolly, et on n'aime pas la voir s'effacer. Si Price Ridley a pu commettre un meurtre, j'ose espérer de quoi d'autres pourraient être capables. Dolly, avec sa franchise habituelle, répondit « C'est pour ça qu'on a Jane. Elle voit ce que nous autres ne voyons pas. » Le colonel grogna en signe d'approbation. L'inspecteur Slack, bien que contrit, parvint à conserver un peu de fierté. Il parla d'aider Miss Marple dans sa découverte, mais personne n'y crut vraiment. En vérité, il s'était laissé égarer par son empressement à trouver une solution simple. Miss Marple supporta patiemment ses gesticulations, ne faisant remarquer qu'à Dolly plus tard. C'est dans la nature humaine, après tout. Peu de gens aiment admettre leur tort. Dolly rit, ravie. Sauf toi, Jane. Tu ne l'es jamais. La société de la plume de fer elle-même se dissout discrètement. Personne ne songe à la ressusciter, car l'idée même avait un goût amer. Son fier fondateur avait disparu, sa première réunion s'était terminée dans le sang, et son nom était devenu une plaisanterie gênante. Pourtant, dans les semaines qui suivirent, certains villageois se réunirent encore pour de petites lectures, ou partagèrent des livres,
comme s'il s'accrochait à l'idée originale, débarrassé de l'ombre qui l'avait recouverte. Avec le temps, peut-être, quelque chose de nouveau surgira des décombres, mais jamais sous le même nom. Pour Miss Marple, la vie reprend son rythme paisible. Elle s'occupait de son jardin, écrivait des lettres et prenait le thé avec des amis. Pourtant, son esprit, bien que serein, portait le souvenir de l'affaire avec la clarté qu'elle accordait à toutes ses questions. Un après-midi, Dolly Bantry la pressa de lui donner ses dernières pensées. « Jane, qu'est-ce qui vous a frappé en premier ? Qu'est-ce qui vous a fait penser qu'il s'agissait de Madame Price Ridley et non de Sylvia ou de l'inconnu ?» Miss Marple sourit, ses aiguilles cliquetant régulièrement. Ce n'était pas une chose, Dolly, mais de nombreuses petites choses. Un tremblement dans sa main à l'évocation du pardon, une envie de blâmer les étrangers, un vieux manteau à qui il manquait un bouton. Les gens se révèlent dans les détails, si seulement on les observe, et j'ai passé ma vie à observer. Dolly hocha la tête, toujours impressionnée. « Je suppose que c'est devenu une seconde nature pour toi maintenant. » Le sourire de Miss Marple s'adoucit. « Peut-être, mais il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Le mal revêt de nombreux déguisements, et il se pare souvent de respectabilité. C'est, je crois, la leçon de la pauvre Madame Price Ridley. » Alors que l'automne s'approfondissait et que les feuilles se doraient, le village reprenait lentement son souffle. Les enfants jouaient dans les ruelles, les cloches des églises sonnaient avec leur joie habituelle, et le rythme de la vie villageoise reprenait ses droits. Pourtant, sous la surface persistait la conscience que, sous les façades les plus douces, des ombres pouvaient se cacher. Les villageois continuaient leur route, mais avec une prudence tranquille qu'ils n'avaient jamais ressentie auparavant. Miss Marple, regardant les chrysanthèmes fleurir dans son jardin, y réfléchissait avec la sagesse sereine qui l'avait guidée à travers tant de tempêtes. « Les gens sont partout les mêmes, » murmura-t-elle, « capables de bonté, de folie et de cruauté quand la peur s'empare d'eux. C'est toujours la peur, en fin de compte, qui pousse aux pires actes. » Elle se pencha pour cueillir une fleur tombée, l'air serein. Pour elle, l'affaire était close, mais la compréhension qu'elle apportait demeurerait, intégrée à sa vision douce mais inflexible de la nature humaine. Ainsi, le village reprit son rythme habituel, quoique jamais tout à fait le même. La société de la Plume de Fer avait laissé son empreinte, rappelant que même dans les endroits les plus calmes, les secrets s'agitent et les tragédies se déroulent. Seule Miss Marple semblait insensible au malaise, sa sagesse constante, son regard bienveillant, toujours dans l'attente du moment où la vérité devrait être dite.